On a vu ensemble le mini DCA, les 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière, réduire les passifs, deuxièmement, réduire les dépenses, augmenter l'accumulation, utiliser l'effet de levier financier, ça veut dire s'endetter pour acheter des biens plus grands. Et donc, ces biens plus grands nous génèrent plus de grands revenus passifs. On peut sortir plus rapidement de la rat race et atteindre l'indépendance financière. L'étape la plus importante, ces 5 étapes-là, c'est le mini DCA, c'est le véhicule. C'est le véhicule, en fait. C'est le véhicule que vous utilisez et l'accumulation du capital. Donc, je vous ai montré que pour y arriver à l'indépendance financière, vous pouvez l'être en indépendant, en salarié en tant qu'employé ou en chef d'entreprise ou en investissant. Donc, peu importe le véhicule que vous avez, ça va vous mener plus ou moins, c'est le temps qui va changer. Maintenant, on va focus sur le véhicule qui s'appelle le business parce qu'on est dans le module business. Et pourquoi pour moi le business est l'un des véhicules les plus rapides pour accumuler du capital? Parce que dans le business, c'est le seul qui vous permet de vous libérer. Ça veut dire que vous n'êtes plus en train, vous pouvez ne plus échanger votre temps pour de l'argent. Vous pouvez multiplier les sources de revenus. Ça veut dire qu'il n'y a pas que vous qui rapportez de l'argent en entreprise. Vous pouvez avoir multiples clients, vous pouvez avoir multiples commerciales qui rapportent de l'argent et des multiples. Et ça peut, vous pouvez avoir du business pendant que vous dormez. Vous vous réveillez le matin, vous avez des choses qui ont été vendues en ligne et tout ça. Et pourquoi j'aime bien le business, les sociétés? Parce que quand je crée une société que j'utilise comme véhicule pour atteindre l'indépendance financière, la responsabilité est limitée. Ça veut dire, si un jour il y a quelque chose qui arrive mal ou les loyers, les locataires ne payent pas et je ne suis pas assuré et j'arrive plus à rembourser le crédit, ben les banques peuvent exiger, ils peuvent venir en fait m'obliger à vendre le bien immobilier. Et s'il n'y a pas assez, ils peuvent m'obliger à vendre mes propres biens en privé, mes mobiliers et tout ça. On peut avoir des huissiers qui viennent saisir tout ça et perdre tout en privé. C'est pour ça, quand vous allez investir et créer un empire, il faut le faire plutôt dans les deux, en privé, mais à un moment donné, il faut basculer en société pour que la responsabilité est limitée. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui capote, c'est juste la société qui ferme et personne ne pourra venir toucher à votre patrimoine privé. À part vous avez fait des fraudes, à part les 3 premières années, si vous avez mal calculé, vous avez fait mal votre business plan, ben là, ça va être un peu difficile à justifier euh, tout ça. Donc ensuite, la quatrième raison pourquoi j'aime le business, c'est parce que la taxation à la carte. Ça veut dire, quand vous êtes indépendant et salarié, vous n'avez pas trop de marge de manœuvre pour réduire vos impôts. Alors qu'en business, ce que vous pouvez faire, vous pouvez réduire la TVA, vous pouvez réduire l'impôt des sociétés, vous pouvez ne pas payer de précompte, vous pouvez ne pas payer d'ONSS, ainsi de suite. Donc, vous pouvez jouer avec Equalizer, en fait. C'est comme un platine de DJ où vous baissez le son, vous montez un peu ici, vous réduisez un peu là. Et bien, ce que j'aime bien, c'est la taxation à la carte. Pourquoi? Parce que quand on est en business, on ne parle plus de mon salaire. Les salariés, ils disent, tu as quoi comme voiture de fonction? Combien de jours de vacances tu as? Est-ce que tu as la carte carburant? Est-ce que tu as des RTT? Combien d'heures par semaine tu travailles? Tu as une voiture de fonction? Tu as des choses un peu, c'est le langage des salariés. Les chefs d'entreprise et les indépendants, ils parlent maintenant plus chiffre d'affaires. Combien de produits tu as vendus? Combien tu as fait de chiffre d'affaires? Combien de services tu as presté? Combien tu as fait de chiffre d'affaires? Moins les frais, c'est les loyers, les, les salaires, euh, l'Internet que vous payez, l'entretien des machines, l'assurance, ainsi de suite. Tout ce qui est frais, ça part dans moins le chiffre d'affaires. Vous arrivez à ce qu'on appelle le bénéfice comptable. Ensuite, il y a l'amortissement. On va parler un petit peu de ce que c'est l'amortissement. Vous déduisez l'amortissement, vous arrivez à ce qu'on appelle le bénéfice fiscal ou la base imposable. Et cette base imposable, elle va subir ce qu'on appelle l'impôt des sociétés. Que vous soyez en France, en Italie, en Allemagne, c'est toujours la même chose. Vous avez un chiffre d'affaires moins les frais, bénéfice comptable, il y a les amortissements dans la comptabilité. Vous arrivez au bénéfice fiscal, il y a les dépenses non admises aussi ici, mais bon, pour simplifier, on a mis ça. Et cette base imposable va subir l'impôt des sociétés ISOC. En France, on appelle l'IS à 15%, 18%, 20%, 22%. En fait, chaque pays, c'est le montant qui change. Ici, chez nous, c'est 20% taux réduit pour l'instant. Il va baisser peut-être à 15%.
et 25% le taux plein. Et une fois que vous subissez l'impôt, vous avez ce qu'on appelle les bénéfices après impôt. Donc, je reviens un peu sur l'amortissement. Imaginons que vous achetez un stylo, ben vous pouvez le mettre dans les charges, dans les frais ici, quoi. 10 euros, ben vous enlevez le stylo 10 euros dans les frais. Par contre, imaginons que vous achetez une voiture ou du mobilier ou un PC qui coûte 5000 euros, ben là, c'est pas, il ne va pas s'user en une année. Donc, quand vous avez quelque chose qui ne s'use pas l'année même, en fait, on le met pas dans les frais. Ce qu'on fait, c'est on l'amortit. Donc, si vous avez une voiture à 100 000 euros, vous allez l'amortir sur 5 ans. Ben, tous les ans, vous allez enlever 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Donc, la valeur comptable, la première année de la voiture, elle devient 80 000. La deuxième année, sa valeur comptable, 60 000. La troisième année, la valeur comptable devient 40 000. La cinquième année, la valeur comptable devient zéro. On a amorti complètement, on appelle ça la voiture. Ça ne veut pas dire sa valeur réelle est égale à zéro. C'est quelque chose, une écriture comptable. On amortit un investissement, on appelle ça, que ce soit machine, voiture. Donc, quand vous amortissez quelque chose, à la fin, il peut avoir une valeur zéro comptablement, mais vous pouvez la revendre, cette voiture, et avoir apporté 30 000 euros encore. Et donc, vous avez fait une plus-value comptable de 30 000 euros moins zéro, parce qu'elle était amortie complètement. Donc, c'est des termes un peu des écritures comptables. Les amortissements, c'est intéressant parce que ça réduit les bénéfices virtuellement. Ça veut dire, imaginons vous faites un crédit à la banque pour acheter un bien immobilier ou une voiture, ben vous allez amortir en fait, vous allez réduire les bénéfices comptables, l'amortissement, vous allez avoir des bénéfices fiscaux. Et cette base imposable, elle va subir l'impôt des sociétés. Imaginons vous avez fait 100 000 euros de base imposable, bénéfice fiscal, moins 25 000 à l'État, il va vous rester 75 000 euros de bénéfices après impôt. Et c'est là où vous décidez, est-ce que je laisse ça dans les réserves, je laisse ça dans les réserves, dans la société, et je ne serai plus taxé, ou je sors cet argent à moi en privé et je paye de précompte mobile. Donc, vous avez 75 000 ici. Si vous les laissez dans la société, on appelle ça, on les met dans les réserves, il n'y a plus de taxes, ça reste 75 000. Mais si vous sortez ces 75 000, et imaginons que vous êtes l'actionnaire principal de cette société, vous avez 100% d'actions de cette société, et vous distribuez les dividendes à vous en privé, ben, l'argent n'appartient plus à la société. Il sort, il appartient à vous. Sauf que vous allez payer une deuxième fois un précompte mobilier, ou pareil, en France, vous avez SAS ou SARL. Vous payez aussi des taxes et des cotisations à droite à gauche, à peu près plus ou moins 30%. Et tous les 75 000 deviennent dans votre poche à 52 000, par exemple, 51 ou 52 000 net. Donc, vous avez 100 000 ici, 25 000 est parti pour l'État. Il reste 75 000. Soit vous les laissez dans la société, mais l'argent, les 75 000 appartiennent à la société, soit vous les sortez de la société et ça appartient à vous en privé, mais il n'y a plus 75, c'est 50. Donc, je vais vous poser une question ici, c'est pour la préparation de ce qu'on va faire demain. Qui préfère, qui préfère sortir l'argent, donc 51 ou 52 000, en privé et acheter des biens en privé? Donc, 51 000 comme apport, ça va vous ramener un bien peut-être à 200 000. Et avec un bien de 200 000, vous allez avoir des revenus passifs nets d'impôt parce que probablement, vous avez acheté un bien d'habitation et vous le louez en privé et les loyers sont nets d'impôt pour vous. Donc, qui préfère sortir l'argent et acheter peut-être un bien à 200 000, les 51 000 deviennent 200 000 et on achète un bien immobilier à revenu passif net d'impôt, ou qui préfère laisser l'argent dans la société, et les 75 000 deviennent 350 000 probablement. Donc, j'achète un bien à 350 000, mais dans la société. Donc, c'est un bien plus grand. Les revenus passifs sont probablement plus grands. Mais malheureusement, maintenant, les loyers sont taxés parce qu'ils vont rentrer de nouveau dans le chiffre d'affaires de la société. Ils vont être taxés à l'impôt des sociétés. Et si je vais les sortir, ils vont retaxer à 30%. Donc, qui préfère sortir l'argent et investir en privé et qui préfère laisser l'argent en société et c'est la société qui investit un bien plus grand?
Donc là, c'est mitigé. Il y a la moitié de la salle qui disent je préfère en privé et l'autre moitié qui disent on préfère en société. Et c'est vrai, parce que si tu veux ressortir l'argent de la société, bah, probablement tu vas taxer deux fois ISOC et 30%. Bah, peut-être vaut mieux le faire en privé. Voilà. Mais par contre, ce que je vais vous apprendre demain, c'est pourquoi subir les impôts des sociétés de 25%. Je vais vous montrer comment votre société aussi peut investir les 100 pour avoir un bien à 500 000. Et là, ça vaut la peine parfois. Parce que quand vous avez un bien largement supérieur ou le double de ce que vous avez si vous le sortez en privé, bah, même si vous subissez les impôts, vaut mieux le faire peut-être en société et vous n'êtes pas taxé tous les ans. Et en fait, après 20 ans, 30 ans, quand on va terminer le crédit, bah, ce qui se passe, c'est que vous avez un bien beaucoup plus grand par rapport à ce que vous avez pu acheter en privé. En fait, la société, on va toujours plus vite qu'en personne physique. Mais il y a toujours la question d'Annie, mais comment je vais pouvoir sortir l'argent de la société? Et ne vous inquiétez pas, demain, vous serez servi. Je vais vous montrer un peu comment on fait de... Je, je vous ai dit que j'ai fait une formation d'ingénieur dans l'aéronautique, mais je me suis spécialisé dans la fiscalité. Donc, vous allez demain devenir des ingénieurs aérofiscalistes. On va faire des loopings de partout pour vous montrer quel est l'idéal, par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment sortir l'argent de sa société, et ainsi de suite. Juste ça, c'est un avant-première pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est des sociétés. Donc, les riches dépensent avant impôt, les pauvres dépensent après impôt. Donc, les riches dépensent avant impôt. Donc, ils font, par exemple, les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent leur PC avec la société, c'est dans les frais. Ils payent leur carburant, les assurances, les entretiens. Tout ça, ça arrive avant les impôts. Alors que les pauvres, souvent, ils subissent les impôts, ils sortent l'argent, ou ils ont des salaires, le brut, il se transforme en net. Il y a des cotisations sociales, il y a l'impôt des personnes physiques, et ensuite, ils achètent leur PC, quoi. OK? Donc, il faut savoir que les riches, toujours, investissent ou dépensent leur argent avant impôt, les pauvres après impôt. C'est pour ça que je vous ai dit, les riches, parfois, ils font des investissements avant impôt, avant ISOC. Les 100 000, ils les investissent avant. Comme ça, ils ne payent pas d'impôt légal. Donc, maintenant, on revient, vous êtes ici, vous avez un mind. Et en fait, vous êtes le cœur à l'intérieur, qui a le corps et un mind. Et cette personne qui est là, extraordinaire, elle aspire à un monde meilleur. Donc, tout commence par un rêve. Et puis ensuite, elle veut son indépendance financière en 3 à 7 ans. Mais ce qui lui intéresse, le premier pas, c'est le mini DCA. Donc, il lui faut un véhicule avec lequel elle accumule. Si c'est le salariat, c'est la trottinette. Si vous êtes indépendant, ben peut-être vous avez une Peugeot. Et si vous avez un business, probablement vous avez une Ferrari. OK? Si vous rachetez des business, vous avez une McLaren. Donc, en fait, c'est le business. Plus votre business est intéressant et qui fonctionne bien, plus vous allez accélérer votre sortie de la rat race. En fait, ce qui va se passer, vous allez accumuler beaucoup plus. Vous allez investir ça dans des actifs qui vous génèrent des revenus passifs comme l'immobilier. C'est ce qu'on va vous apprendre demain. Et vous allez générer vos plus grands revenus passifs. Plus votre business tourne bien, plus les revenus passifs sont élevés. Et moins de temps vous devez répéter la boucle pour arriver au DCA, l'indépendance financière. Plus votre business est rapide et il accumule. C'est pour ça le salariat en général, si vous êtes directeur d'un banque, vous avez aussi une Ferrari, même si vous êtes salarié. OK? Mais si on prend une moyenne 3 000, 4 000 euros net par mois, et qu'est-ce qu'il va vous rester? Peut-être 2 000 euros à la fin du mois. Si vous réduisez vos dépenses, bah, vous allez mettre 24 000 euros de côté d'accumulation à la fin de l'année. Bah, parfois, dans les business, vous pouvez faire 100 000, 200 000, 300 000 de bénéfices avant impôt et vous pouvez investir ces 300 000 dans des plus gros biens immobiliers qui vont vous générer des plus gros revenus passifs ou sortir cet argent en privé et l'investir en immobilier, mais ça va générer plus gros revenus passifs et donc vous avez qu'à répéter 3 fois peut-être pour atteindre l'indépendance financière.